Dans la pratique quotidienne du kinésithérapeute, l'encombrement respiratoire est une des pathologies les plus fréquemment rencontrées. Nos patients souffrant de cet encombrement arrivent au cabinet avec une dyspnée ou une souffrance respiratoire telle qu'il est nécessaire de vider ce poumon. Le début de toute séance de kinésithérapie respiratoire commence par la mise au repos du patient pendant quelques minutes. La position du patient sera une position genou fléchi, légèrement surélevé, afin de détendre le bassin et la zone lombaire et que le diaphragme puisse travailler correctement. La tête du patient est très légèrement surélevée afin de libérer les voies aériennes supérieures et permettre la libération glottique, ce qui va permettre au patient de souffler très profondément et d'inspirer en faisant rentrer le maximum d'air dans son poumon. Une technique de désencombrement commence par la prise de conscience de l'encombrement lui-même. À ce sujet, l'auscultation est la meilleure technique qui permette de prendre conscience de l'encombrement du patient. L'auscultation commence toujours par les voies hautes. On va ausculter lors de l'inspiration, puis de l'expiration profonde du patient, inspirer très profondément, puis de l'expiration très profonde du patient, à la recherche de bruits, qui sont des bruits de rhonchus, qui sont des bruits de dépassement des mucosités à l'intérieur des voies aériennes et des voies bronchiques. L'auscultation se fait sur les deux lobes supérieurs, se fait dans les zones périmamellonnaires, latéralement, se fait dans les zones sous-mamellonnaires, la zone la plus antérieure, et ici nous sommes déjà sur la partie la plus basse du diaphragme au niveau antérieur. L'auscultation enfin se fait sur les voies latérales, écartez légèrement votre bras, toujours lorsque le patient inspire et expire profondément. Il faut rechercher le bruit qui est créé par le déplacement des sécrétions, particulièrement à la fin de l'inspiration ou à la fin de l'expiration. Les rhonchus très importants, très bruyants, sont plutôt le signe d'un encombrement bronchique dans les gros troncs. Enfin, vous pouvez vous asseoir. L'auscultation s'intéresse toujours à la partie dorsale du patient, soit la partie haute au niveau de chaque zone, sus au-dessus de l'omoplate, au niveau de chaque zone entre les omoplates, enfin les zones lasses qui sont situées à l'extérieur et à l'intérieur de l'angle scapulaire, qui permettent de différencier les différentes zones du poumon. Mettez-vous sur le dos. À partir de cette auscultation, il est possible de différencier un encombrement qui sera localisé à un secteur pulmonaire, par exemple à une zone pulmonaire inférieure et latérale. Vous pourrez parler d'un segment inférieur et latéral gauche, par exemple, ou à une zone plus haute. Les encombrements les plus bas situés sont ceux qui nécessiteront le plus de technique. Les encombrements les plus hauts situés, étant donné l'orientation de l'arbre bronchique, seront les plus faciles à drainer. Il est à noter d'emblée que l'encombrement haut intervient particulièrement chez les personnes âgées et chez les enfants. Lorsque notre patient est au repos, sa respiration est a priori abdominale. Dans cette position, il utilise à plus de 80% son diaphragme. Et donc, la mobilité du ventre traduit le rythme et la fréquence respiratoire. C'est donc par un contact du praticien avec une main sur la zone abdominale haute du patient que nous allons pouvoir prendre contact avec sa respiration, essayer de le détendre et de ramener sa respiration à un rythme plus lent au début de la séance. Il est à noter que chaque mouvement respiratoire diffère du suivant et du précédent. Lorsqu'un patient inspire profondément, il prend en fait le volume d'air rendu nécessaire par l'activité du moment ou par la gêne bronchique qu'il peut éprouver. De même, lorsqu'un patient respire, chaque mouvement n'aura pas donc la même amplitude en fonction du besoin du moment. Certaines inspirations seront plus profondes, d'autres expirations seront plus amples. À certains moments, on aura l'impression que le patient a pris très peu d'air. Les volumes d'air déplacés sont de l'ordre de 300 à 500 ml dans une ventilation normale. Ils peuvent aller jusqu'à 800 ml dans une ventilation de repos également.
au moment de certaines prises d'air plus importantes. C'est ce qu'on appellera les soupirs. Enfin, parfois, les bâillements viennent entrecouper cette respiration. C'est une descente très profonde du diaphragme, une inspiration massive suivie d'une expiration de très grande amplitude. Le drainage de posture est la technique la plus traditionnelle et la plus ancienne que nous utilisons en kinésithérapie respiratoire. Nous allons représenter toutes les positions du drainage de posture d'une façon analytique afin de pouvoir drainer électivement telle ou telle zone pulmonaire au cas où lors de l'auscultation, nous ayons rencontré un encombrement dans cette zone. Nous commençons de principe par les zones apicales. Partie supérieure du poumon, le lobe supérieur se divise en 3 branches. Une branche apicale, qui est directement orientée vers le haut, une branche apico-ventrale, orientée vers le haut et légèrement vers l'avant, et une branche apico-dorsale, orientée vers le haut et directement vers l'arrière. Le drainage bronchique de la branche apicale se fait sur un patient en position assise, le patient légèrement basculé sur le côté, de telle sorte qu'il soit confortablement installé. Mon pouce donne alors l'orientation de la bronche qui est verticalisée. C'est la première position du drainage de posture. Si vous souhaitez drainer un segment apico-dorsal, vous allez choisir la même position, mais en basculant légèrement votre patient sur l'avant, afin de pouvoir verticaliser la bronche qui sera située ici, dans la position de ma main. Enfin, le segment apico-ventral sera drainé lorsque le patient est en position assise, légèrement incliné en arrière et légèrement latéralisé. Dans cette position, la bronche qui trouve son origine ici, pour la bronche apico-ventrale, sera en position verticale. De l'autre côté, le système bronchique est organisé d'une manière symétrique. Nous reprenons donc une bronche apicale vers le haut lorsque le patient est en position assise, lorsqu'il est légèrement basculé sur le côté, l'apico-dorsal, le patient en position assise, basculé sur le côté et légèrement en avant pour verticaliser la bronche, enfin apico-ventral, le patient en position inclinée, latéralisé, légèrement incliné vers l'arrière. Des percussions ou des vibrations peuvent être associées aux techniques de drainage de posture. Il s'agit en fait de créer une énergie cinétique, c'est-à-dire un choc de départ qui va entraîner la mobilisation de la sécrétion à l'intérieur du conduit bronchique. Ces techniques assez anciennes sont encore utilisables aujourd'hui dans le cas d'atelectasie, dans le cas d'un mucus séreux qui est peu liquide. Nous préférerons évidemment dans la majorité des cas utiliser les techniques de ventilation dirigée. Mais dans tous les cas où il vous sera nécessaire, où il vous apparaîtra nécessaire pour une zone analytique du poumon, une zone précise du poumon, d'utiliser les percussions associées au drainage de posture, voilà ce qu'il est possible de faire. Sur la partie haute du poumon, le lobe supérieur, en position de drainage de posture, nous sommes donc en drainage d'une position apicale et ventrale, nous allons percuter dans la zone où se trouve le segment pulmonaire et la bronche. La percussion se fait uniquement sur l'expiration du patient. Et si le patient a une expiration assez longue, de préférence sur la deuxième partie de son expiration, là où l'intensité de l'expiration et la fermeture bronchique est la plus importante. La percussion est un choc qui est fait sur une main préalablement posée sur le thorax du sujet pour éviter de faire mal. C'est un choc qui peut être fait avec la pulpe des doigts qui vient frapper le long du doigt, placé entre les côtes et ici dans la zone sous-claviculaire. Vous inspirez profondément, monsieur, soufflez, et lors de l'expiration, le praticien exécute plusieurs percussions. Nous répétons plusieurs fois dans chaque zone. Vous soufflez, toujours lors de l'expiration, et nous devons entendre, lors d'une percussion bien réalisée, le bruit de la matité pulmonaire qui traduit bien la propagation de l'énergie cinétique que nous avons voulu exercer
sur la zone pulmonaire intéressée. En ce qui concerne la partie haute du poumon, le segment apico-apical, les percussions se font dans la zone située entre la partie la plus postérieure de la clavicule et la partie antérieure de l'omoplate. La main est placée sur le trapèze, directement au contact avec l'omoplate. Les percussions se font toujours à l'expiration. Le bruit de matité est ici très peu perçu. En fait, ces percussions sont bien moins efficaces que les percussions réalisées sur le système costal, dans la mesure où l'épaisseur du muscle trapèze absorbe une grande partie de l'énergie cinétique que l'on veut et de l'onde de choc que l'on veut exercer sur la bronche. Ces percussions sont donc en résumé peu efficaces. Oui. Les percussions intéressant la zone apico-dorsale sont donc réalisées lorsque le patient est en position assise, légèrement basculé du côté contralatéral. Les percussions intéressent la zone située entre la limite du bord interne de l'omoplate et la région de la colonne vertébrale. En fait, sont situés ici des grands muscles importants paravertébraux et parascapulaires. Les percussions ici sont également très limitées dans leur efficacité. L'omoplate limite l'accès de par son bord osseux. Les seules percussions possibles sont situées dans une zone très limitée ici, toujours à l'expiration. Inspirez calmement et profondément. Soufflez calmement. Le bruit de la matité que l'on entend lors de l'expiration nous guide sur l'efficacité de la technique. Sur un patient très musclé, cette technique sera bien moins efficace que par exemple chez une femme ou chez un enfant. Les techniques de drainage de posture intéressant la bronche lobaire moyenne. Ce sont des techniques qui sont réalisées en déclive. Le patient est ici installé de telle sorte que l'arbre bronchique soit en oblique inférieur. L'origine de l'arbre bronchique, c'est-à-dire la bouche et la trachée, étant plus basse que le haut du poumon. Nous pouvons réaliser cette installation soit à l'aide de coussins tels que nous l'avons réalisé ici, soit à l'aide d'une table électrique qui va permettre de relever légèrement la position du corps. Il est à noter d'emblée que les positions de drainage de posture nécessitant une déclive sont utilisées d'une façon limitée en fonction de l'état général du patient. Nous rappelons qu'en cas d'emphysème pulmonaire, qu'en cas d'encombrement et de gêne respiratoire grave, qu'en cas de problème artériel, de problème vasculaire, chez les artérioscléreux, chez les hypertendus également, toute tentative de mise en position de déclive est à proscrire. Nous risquons en effet d'avoir un problème vasculaire à naître du fait du maintien de cette position. Chez les enfants et chez les personnes qui souffrent d'un encombrement localisé, nous pouvons utiliser une position de déclive pendant un bref instant, associée alors aux techniques de percussion ou de vibration. Le patient ainsi installé, nous allons nous intéresser à la zone lobaire moyenne, qui est située ici, à peu près au niveau de la zone mamelonnaire, 3 travers de doigts au-dessus, 2 travers de doigts en dessous. La zone intéressée par ces bronches est une zone qui est située entre le mamelon et la partie latérale, jusqu'à l'insertion du grand dorsal, au passage du grand dorsal en arrière. Le patient dans cette position, la bronche lobaire la plus antérieure sera verticalisée lorsque la patiente sera légèrement rotée en arrière, dans une position de décubitus latéral tendant au décubitus dorsal. À ce moment-là, la bronche sera verticalisée. Les percussions que nous pouvons réaliser dans cette zone, puisque cette zone intéresse la zone thoracique, donc costale, seront réalisées les doigts ou la main placée préalablement dans les espaces intercostaux. Ces percussions seront réalisées entre les 2 travers de doigts, donc les segments intercostaux situés 2 travers de doigts sous le mamelon, et la zone scapulaire. Inspirez calmement et profondément. Soufflez, laissez aller. Ici, nous sommes directement au contact du parenchyme pulmonaire. La percussion est donc tout à fait audible. Nous rappelons qu'elle doit être utilisée uniquement lors de l'expiration du patient et préférentiellement lors de la deuxième partie du temps expiratoire.
D'autres techniques de percussion sont parfois proposées, qui utilisent les mains en ventouse, qui utilisent les percussions avec le bord cubital des doigts, ou qui utilisent les mains à plat. Sur l'angle costal ainsi constitué dans une telle position du patient, nous proscrivons ces positions qui auront tendance à être douloureuses pour le patient. Le drainage de posture du segment lobaire moyen pour sa partie postérieure se fait le patient toujours en position légèrement déclive, de 15 à 35 degrés environ, avec une rotation du cœur vers l'avant pour verticaliser cette zone. Le patient est en décubitus latéral, le drainage de posture se fait du côté contralatéral. La percussion est réalisée sur la partie haute du poumon, à l'angle latéral. On évite l'angle de l'omoplate en basculant le bras en avant et la percussion se fait toujours sur le temps expiratoire. Inspirez calmement et profondément. Soufflez. La percussion engobe la partie latérale puis latéro-postérieure du poumon. Le segment paracardiaque, appelé également lobe de Nelson, trouve l'origine de sa bronche dans la zone située près de la colonne vertébrale, latéralement de chaque côté, et donc il est nécessaire, pour traiter un poumon, d'inverser la position du sujet. En fait, nous traitons ici, nous avons mis ici en position déclive, c'est-à-dire la bronche orientée vers le bas, le segment Nelson de ce côté. La percussion se fait, la main placée préalablement sur le thorax du sujet, dans la zone située latéralement par rapport à la colonne vertébrale, au travers des muscles spinaux, toujours sur l'expiration du patient. En fait, il est particulièrement difficile d'atteindre le lobe de Nelson, et seule une atélectasie centrée sur cette zone nous amènera à réaliser des percussions à cet endroit. Le drainage du segment inférieur du poumon, lobe inférieur, se réalise toujours en position déclive, le patient étant soit en décubitus dorsal, soit en décubitus ventral. La zone intéressée s'apporte sur la partie inférieure sous le mamelon, 3 travers de doigts, jusqu'à l'insertion diaphragmatique latérale. Le segment pulmonaire présente 4 terminaisons qu'on appellera les bronches inférieures, qui seront décrites comme antérieures, antérolatérales, postérieures et postérolatérales. Les percussions seront réalisées toujours dans l'espace costal ou intercostal, dans l'obliquité de l'angle costal. Toujours lors de l'expiration du patient, inspirez calmement et profondément, soufflez. Ici aussi, nous sommes directement au contact du parenchyme pulmonaire dans l'espace intercostal et une matité peut être entendue qui traduit la pénétration de l'énergie cinétique adressée au poumon dans le but de désencombrer et de faire progresser les sécrétions dans la bronche. Les 2 segments postérieurs du lobe inférieur sont drainés lorsque le patient est mis en position déclive en procubitus. Dans cette position, il est essentiel de bien laisser libre la tête du sujet et sa trachée afin qu'il puisse respirer très confortablement. Les percussions sont ici réalisées dans la zone située sous l'angle inférieur de l'omoplate, toujours dans les espaces intercostaux en suivant la direction de la côte. Percussion réalisée uniquement lors de l'expiration du patient. Laissez-vous aller à souffler calmement. Ici aussi,
nous proscrivons les percussions qui auraient tendance à utiliser les mains plates, les mains ouvertes en ventouse, ou autres techniques similaires qui sont en fait douloureuses pour le patient et peu efficaces quant à la pénétration de la percussion à l'intérieur du parenchyme pulmonaire. La position terminale de tout drainage de posture est la position de drainage de trachée. Lorsque vous avez obtenu une remontée des sécrétions en maintenant les positions de drainage de posture dans chaque zone, analytiquement, pendant quelques minutes, et en insistant sur chaque expiration. Il est nécessaire de vider l'arbre bronchique haut, les deux gros trous bronchiques et particulièrement la trachée. Seulement, dans cette position, vous pouvez effectivement réaliser un drainage de trachée efficace, assorti à un travail de percussion sur la partie haute de la trachée. La position du patient peut être autorisée pour tous les types de patients. En effet, la flexion des membres inférieurs, la bascule du bassin est possible à tous les âges. De la même façon, la répartition de la masse sanguine est équilibrée entre la partie haute et la partie basse du corps. De cette façon, il y a bien moins de risques de gêne chez nos patients ou de problèmes vasculaires lorsqu'ils sont dans cette position. Il est toutefois à noter que chez les gens particulièrement âgés, chez les gens hypertendus, ces positions seront peu utilisées. Par contre, chez les enfants, ce sont des positions qui seront utilisées à chaque séance, voire plusieurs fois au cours de la séance. Ces positions sont extraordinairement efficaces, particulièrement dans les cas de mucoviscidose à la fin des séances de désencombrement et dans les cas de dilatation des bronches à tout moment de la journée lorsque l'enfant dilaté des bronches sans venir un encombrement ou une quinte de toux qu'il ne peut maîtriser. Enfin, dans cette position, le patient est parfaitement détendu, ses voies aériennes supérieures et ses muscles respiratoires, qu'il concerne le diaphragme avec les muscles abdominaux expiratoires ou qu'il concerne les muscles expirateurs accessoires, sont tout à fait libres de travailler dans le but de vider le poumon. Dans cette position de drainage de trachée, nous allons demander au patient de réaliser plusieurs inspirations profondes, assorties d'expirations très profondes, avec le plus grand volume possible. Vous inspirez profondément et vous soufflez tout l'air que vous pouvez en insistant. Essayez même de faire du bruit pour sortir le maximum d'air avec le maximum de vitesse. Inspirez, videz très puissamment. Très bien. Plusieurs fois de cette façon, le patient répète pour bien vider tout ce que peut contenir l'arbre bronchique et les deux gros troncs comme sécrétion. Enfin, des percussions peuvent être réalisées évidemment sur la deuxième partie du temps expiratoire, directement sur l'arbre trachéal, en sachant évidemment que nous en sommes séparés ici par le système vertébral. Donc, la colonne vertébrale osseuse étant un arrêt pour l'énergie cinétique que nous cherchons à transmettre, nous essayons plutôt de transmettre cette énergie cinétique directement au travers des voies musculaires paravertébrales. L'efficacité ici est un peu plus réduite dans la région haute de la trachée. La toux est l'événement nécessaire de toute bonne rééducation respiratoire de désencombrement. La toux a pour but de faciliter, par une action brève, rapide, l'accélération de la vitesse du flux expiratoire. Cette accélération à très grande vitesse pendant un court laps de temps permet d'évacuer les sécrétions qui sont contenues dans les gros troncs bronchiques à partir de la deuxième division jusqu'à la trachée. Les efforts de toux répétés d'un patient sont évidemment à proscrire. Toute quinte de toux doit être cessée ou stoppée. Par contre, il va être nécessaire d'apprendre au patient à tousser efficacement. La première chose pour couper toutes les quintes de toux est d'apprendre au patient à réaliser une toux avec un poumon plein d'air. Une quinte de toux est la répétition de multiples efforts de toux alors que le patient n'a pas remis d'air dans ses poumons. La toux efficace, c'est un mécanisme de soufflet, c'est celle qui se fait avec un poumon empli d'air dès le début. Vous inspirez très profondément
vous toussez tout l'air que vous avez mis dans votre poumon en une seule fois. C'est très bien. Cette toux ainsi réalisée permet efficacement la remontée des sécrétions, voire leur crachat, dès qu'elles sont arrivées dans la bouche. Certains patients, évidemment, ont l'habitude de déglutir, et cela est vrai, par exemple, de certains dilatés bronchiques qui, tout au cours de leur journée, ont l'habitude de réaliser des efforts de toux et qui déglutissent. La position de la toux est importante, particulièrement à la fin d'une séance ou au cours d'une séance de désencombrement. La position facilitatrice de la toux est une position assise, le patient légèrement penché en avant, la tête basse regardant à 1 mètre devant lui. Le praticien peut aider la toux. Il va pour cela enfermer le thorax de son patient. Les deux mains placées à plat sur le sternum, les avant-bras enfermant les arcs costaux et l'ensemble du thorax, coudes contre les arcs latéraux. Le thorax du praticien lui-même, de par son sternum, va fermer l'arc postérieur respiratoire en s'appuyant sur la colonne vertébrale de son patient. Inspirez profondément. Toussez l'air que vous avez compris. Lors de l'effort de toux du patient, le praticien maintient avec ses deux mains l'appui sternal visant à fermer complètement l'arbre respiratoire et favoriser le travail des abdominaux qui permettent la remontée brusque et rapide du diaphragme. Inspirez une fois profondément. Toussez. Le mouvement respiratoire est issu uniquement du diaphragme. Lors de l'inspiration, le diaphragme descend, créant l'appel d'air au niveau de voie aérienne supérieure. La descente du diaphragme est de 2 à 4 cm chez le sujet normal, en position debout ou en position assise. Chez le sujet sportif, un mouvement respiratoire plus ample, ou lors d'un mouvement forcé, peut réaliser une mobilisation du diaphragme de l'ordre de 10 cm, voire plus. À ce moment-là, on se rend compte que la mobilisation de l'abdomen est bien plus importante. Inspirez très profondément, videz très profondément. Il est à noter, dès l'abord initial du patient, que lorsqu'usuellement on demande à un patient de respirer, sa première réaction, son premier réflexe consiste à inspirer. Dans la gymnastique respiratoire de la ventilation dirigée, il nous importe avant tout de concentrer notre patient sur son expiration. Le premier apprentissage à lui faire est le souffler, rentrer le ventre. Pour favoriser la prise de conscience du patient lors de ce travail respiratoire, on peut lui demander de concentrer toute son attention sur ses mains posées sur son abdomen. Lorsque vous soufflez, les mains doivent s'abaisser parce que le ventre se rentre. Soufflez, rentrez votre ventre et vous insistez, vous sentez le mouvement du ventre. Vous gonflez calmement et profondément. Soufflez, rentrez votre ventre. L'essentiel de votre respiration se passe dans cette zone ici. Inspirez à nouveau profondément. Soufflez, rentrez votre ventre. Vous laissez aller. La deuxième partie de l'apprentissage se fait après avoir bien appris au patient une respiration abdominale vraie, en lui réapprenant une respiration thoracique et abdominale associée, c'est-à-dire en insistant sur la partie basse des poumons. Quand vous gonflez, vous laissez le ventre se gonfler, vous soufflez, vous rentrez le ventre, et je vais fermer les deux côtes, les deux parties du poumon avec mes mains. Vous gonflez à nouveau par le ventre, gonflez, gonflez fortement le ventre, et venez gonfler ensuite dans mes mains dans une deuxième temps. Voilà, c'est très bien. Lâchez, videz, videz le ventre. Répétez à nouveau, vous gonflez calmement, vous gonflez votre ventre, les mains viennent s'écarter, vous mettez l'air dans mes mains, vous relâchez, vous videz le ventre et nous fermons le thorax à nouveau. De cette façon, le patient réapprend une respiration thoracique basse et thoraco-abdominale. L'essentiel est toujours de favoriser la fermeture thoracique en insistant. Les mains assistent lors de l'expiration, la fermeture thoracique. Lors de l'inspiration, les mains ne présentent aucune résistance afin que le patient puisse simplement laisser l'air venir vers sa base pulmonaire. Lors de l'expiration, les mains assistent l'expiration en fermant le thorax. Ceci
sont les 2 premiers temps de mouvement respiratoire. Le 3e temps du mouvement respiratoire va intéresser la partie haute du thorax. Lorsque le patient a bien appris à respirer avec son abdomen, il est possible au praticien d'abandonner la zone abdominale. Dans ces cas-là, le praticien va se placer à la tête du patient. Vous allez respirer calmement par le ventre, puis par la zone thoracique basse, puis venir respirer dans mes mains ici situées. Vous soufflez pour relâcher l'air par le ventre et le thorax se ferme. Inspirez par le ventre, écartez le bas des côtes, venez ensuite respirer dans mes mains, gonflez le poumon jusqu'à son sommet, videz par le ventre calmement et profondément. C'est très bien. D'une façon plus globale, lors de l'apprentissage, ou lors des techniques ou des séances faites régulièrement avec le patient, il est possible d'utiliser une main placée sur l'abdomen qui guide le rentré du ventre, la fermeture costale inférieure, puis la fermeture costale supérieure. Inspirez, le ventre, les côtes inférieures, puis le thorax supérieur. Gonflé dans mes 2 mains, le poumon est complètement gonflé en fin de mouvement, vidé par le ventre uniquement. Ainsi qu'on peut le constater, ce travail de ventilation dirigée nécessite une attention constante à la fois du praticien et du patient. L'essentiel de ce mouvement est d'une part d'abaisser la fréquence respiratoire du patient. Ceci est essentiel pour une bonne ventilation dirigée. Deuxièmement, d'augmenter le volume déplacé. Les volumes déplacés seront augmentés d'une part au niveau des voies respiratoires inférieures, la première partie du mouvement diaphragmatique, ensuite dans un mouvement qui sera abdomino-thoracique, c'est-à-dire costal inférieur et latéral, avec une ouverture latérale des côtes. Enfin, et simplement en dernier lieu, lorsque cette partie de l'apprentissage a été réalisée, un mouvement thoracique supérieur avec une inspiration haute. En aucun cas, l'inspiration ne doit commencer par une surélévation des épaules ou une inspiration haute. L'essentiel du mouvement est d'amener le patient à allonger la durée de son inspiration, mais surtout de son expiration. L'allongement du temps inspiratoire, ainsi réalisé, permet bien évidemment une meilleure oxygénation. En plus, en augmentant le volume inspiré, on aura tendance à favoriser le volume inspiré en plus de l'espace mort. Enfin, l'essentiel des techniques de ventilation dirigée sont d'accélérer le flux expiratoire et d'en allonger la durée. Allonger la durée expiratoire du flux expiratoire permet de favoriser pendant plus longtemps la remontée des sécrétions. Un flux expiratoire normal dure 3 à 4 secondes. En ventilation dirigée, il est possible d'allonger ce flux expiratoire pendant une durée supérieure à 10 secondes. Pendant toute cette période, chez un sujet qui a l'habitude de se concentrer sur sa mécanique respiratoire, la remontée des sécrétions s'effectue progressivement des bronches distales vers les bronches proximales pour être ensuite évacuées. Dans la deuxième partie, nous pouvons aider l'expiration, et particulièrement la deuxième partie de l'expiration, en favorisant une accélération du flux expiré. La technique va être d'apprendre au patient à inspirer toujours dans sa zone inférieure abdominale, vous laissez l'air gonfler, venir dans la main, puis à évacuer tout l'air très rapidement, vider très profondément. Vous allez réaliser ce travail d'une façon abdominale d'abord, en soufflant profondément, même en levant la tête, soufflez par la bouche. Allez-y. Voilà. Alors le travail peut être aidé par le praticien, laissez la tête dans ma main. Lors de l'expiration, ce travail ayant été réalisé après un travail d'approche ventilatoire, de hyperventilation de toutes les zones thoraciques et pulmonaires, nous allons demander au patient d'expirer très fortement et très profondément après une expiration longue. Vous inspirez lentement, profondément, la zone inférieure, la zone costothoracique, la zone supérieure. Vous expirez tout l'air dans le temps le plus bref possible. Levez la tête. C'est bien. Ce travail d'expiration rapide accélère le flux expiratoire. Vous allez le recommencer
d'une façon encore plus forte, encore plus intense. Mais d'abord, vous inspirez très profondément. Gonflez, gonflez ici, faites venir l'air jusqu'en haut, videz très fortement, très profondément. Une troisième fois, mais d'abord, pendant quelques instants, vous reprenez un rythme respiratoire normal. Vous inspirez calmement par le ventre sans souffler, vous laissez aller. Simplement par le ventre, vous gonflez, puis vous videz. Des périodes de repos sont ainsi nécessaires aux patients pour éviter d'une part l'hyperoxie, due à la grande quantité de volume d'oxygène y inspiré, d'autre part la fatigabilité du patient. Par contre, lors d'un travail de ventilation dirigée, dès qu'un effort de tout est nécessaire, nous proposons aux patients d'expirer ainsi un plus grand volume, ce qui conduit à faire remonter les sécrétions où elles seront expulsées. Inspirez profondément une fois, complètement, gonflez-moi tout votre poumon jusqu'en haut, inspirez, continuez à inspirer, videz tout en une seule fois, très rapidement, très fortement. C'est très bien. Les techniques de ventilation dirigée ont aussi un but qui peut être très analytique. En effet, il est possible de guider le patient à mobiliser électivement une zone particulière d'un segment pulmonaire. Par exemple, si nous nous intéressons à ce cul-de-sac costo-diaphragmatique inférieur, il est possible de placer une main costale dans la zone péridiaphragmatique qui nous concerne et d'aller réaliser une résistance inspiratoire directement faite sur l'hémicoupoles intéressée. Vous inspirez dans ma main à gauche, vous videz profondément. La main costale va assister la fermeture thoracique. La main abdominale va simplement suivre le mouvement du diaphragme et des abdominaux. Inspirez contre ma main. Lors de l'inspiration, au contraire, pour favoriser la libération, par exemple, d'un cul-de-sac costo-diaphragmatique, nous allons résister à l'inspiration, la fermeture, l'ouverture costale et la descente diaphragmatique. Vous soufflez profondément une fois, vous rentrez le ventre, nous fermons les côtes au maximum, nous fermons complètement le diaphragme. Vous inspirez entre mes deux mains avec puissance, longuement, fortement, insistez sur mes mains, gonflez le ventre avec puissance, relâchez, reprenez l'air. De cette façon, nous mobilisons analytiquement et électivement une coupole diaphragmatique. Reprenez, gonflez, gonflez dans mes mains. Ceci permet souvent de libérer des cul-de-sac costo-diaphragmatiques qui sont parfois encombrés dans les suites d'interventions chirurgicales, qui sont parfois bridés suite à une chirurgie, suite à une lésion de la plèvre. En position assise, il est également intéressant de faire prendre conscience au patient du travail abdominodiaphragmatique. L'inspiration gonfle le ventre, l'expiration, nous assistons aux rentrées du ventre. De la même façon, nous allons apprendre d'une façon analytique au patient les trois phases de sa respiration. Le travail abdominal est ici bien compris. Nous pouvons y associer un travail costo-diaphragmatique inférieur. Vous inspirez, vous gonflez votre ventre profondément, puis vous gonflez dans mes mains latéralement avec le poumon. Videz, videz toujours par le ventre d'abord. Puis on fait les côtes. Répétez, inspirez, gonflez votre ventre, venez gonfler dans mes mains latéralement, videz, videz le ventre, puis on ferme les côtes. Suivant le résultat souhaité par le praticien, il peut résister à l'inspiration pour favoriser le travail diaphragmatique inspiratoire, ou il peut aider l'expiration pour favoriser la fermeture thoracique expiratoire. Le travail diaphragmatique inspiratoire est rendu nécessaire dès lors que le patient présente une augmentation de son volume résiduel. Le travail inspiratoire peut être rendu nécessaire dès lors que le praticien souhaite obtenir un abaissement du diaphragme et un réapprentissage par son patient d'une respiration abdominodiaphragmatique basse. Ceci est particulièrement vrai chez les patients qui auraient tendance à respirer avec un sternum remonté, des épaules redressées vers le haut et une respiration thoracique très haute. Le travail expiratoire
est rendu nécessaire dès lors qu'il s'agit d'un désencombrement. La troisième partie de notre respiration sera d'intéresser ensuite le patient à une respiration thoracique haute. D'une façon plus globale, on peut placer les deux mains sur la partie moyenne du thorax en avant du sternum. Les mains, les avant-bras du praticien sont placés latéralement pour solliciter l'ouverture costo-latérale. Enfin, une main inférieure vient souligner le mouvement du diaphragme et de l'abdomen. Vous inspirez, vous gonflez le ventre, puis vous gonflez latéralement contre mes bras, puis vous venez dans un troisième temps gonfler en bas. Lors de l'expiration, toujours rentrez le ventre d'abord. Vous répétez, inspirez, rentrez, gonflez le ventre profondément, puis latéralement, puis montez, inspirez dans la main du haut. Videz très profondément. Dans une telle position, à partir du moment où on est capable de remplir correctement les poumons, l'atout sera facilité. Vous allez, lorsque vous le souhaitez, inspirer très profondément, gonfler dans la main abdominale, gonfler latéralement les côtes, gonfler jusqu'en haut vos poumons, et tout en une seule fois. Cette toux est entièrement facilitée par la position du sujet, par la guidance respiratoire entraînée par le praticien, en fait par le grand volume d'air déplacé. La toux traditionnellement se fait glotte fermée à partir d'une inspiration longue et profonde. L'individu va bloquer l'air dans un deuxième temps très bref au niveau de la gorge par une fermeture de la glotte qui, dans un troisième temps s'ouvrant rapidement, permet l'expulsion des sécrétions avec une mise en pression de tout l'arbre pulmonaire au deuxième temps de la toux. En fait, il est possible d'apprendre aux patients à tousser glotte ouverte, ce qui limite le temps de mise en pression du poumon. Ceci est particulièrement important chez tous les patients souffrant d'une obstruction bronchique quotidienne, chronique, telle que les bronchites chroniques, les enfants atteints de mucoviscidose, les patients atteints de dilatation des bronches. Pour ce faire, vous inspirez profondément et normalement, et vous allez toucher bouche grande ouverte sans fermer la glotte. Comme si vous vouliez souffler très profondément. Comme ceci. Pour obtenir une grande efficacité de la toux, je reprends ma phrase, pour obtenir une grande efficacité de la toux glotte ouverte, il est nécessaire d'emmagasiner un maximum d'air dans le poumon préalablement et de le sortir avec la plus grande vitesse possible. Donc vous allez refaire et vous allez expirer très fortement, très puissamment en une seule fois. Gonflez calmement par le ventre, gonflez latéralement les côtes, gonflez dans la main supérieure, fermez complètement, videz. C'est mieux. Dans ce mouvement, le praticien peut aider à la fermeture thoracique en bloquant le thorax du patient contre lui, le fermant les côtes latéralement et en sollicitant la fermeture diaphragmatique par les abdominaux. Inspirez calmement dans la main inférieure, gonflez latéralement contre mes bras, gonflez en arrière, tout d'un coup, videz. Comme ceci. Ceci est parfaitement bien et ces techniques de désencombrement permettent d'assurer l'évacuation de toutes les sécrétions contenues dans l'arbre bronchique. Les efforts de toux ainsi réalisés, plusieurs fois au cours d'une séance de ventilation dirigée, permettent au patient de désencombrer efficacement son poumon. Les autres positions sont rendues peu nécessaires, position du drainage, de même que les percussions. En fait, chez la personne âgée, il s'agit simplement de laisser le patient aller contre soi, laissez-vous aller contre moi, ou chez la personne très encombrée, et d'assister, après que le patient eut appris la bonne position respiratoire abdomino-diaphragmatique, d'assister à la fermeture thoracique haute. Vous inspirez jusque dans mes mains en commençant par le ventre, puis les côtes, et vous venez dans mes mains. Vous soufflez calmement, vous videz le ventre, et nous assistons à une fermeture thoracique maximum. Gonflez par le ventre, gonflez les côtes basses, gonflez jusque dans mes mains, ainsi nous emmagasinons maximum d'air, videz par le ventre calmement. Dans toute séance de ventilation dirigée, il est nécessaire d'intercaler des périodes où le patient va ainsi hyperventiler d'une façon calme, mettre le maximum d'air dans ses poumons, aller chercher
le gonflement jusqu'aux alvéoles les plus éloignés, de fermeture maximale de l'arbre bronchique qui peut être assistée par des pressions thoraciques externes, absolument indolores pour le patient lors de l'expiration. Ces périodes sont alternées régulièrement et précèdent les efforts de tout glotte ouverte. Inspirez une fois profondément, gonflez le bas du ventre, gonflez les côtes, gonflez jusqu'en haut, tous ces glottes ouvertes. Reposez. Et enfin, des périodes où, mise en position de repos, la tête légèrement basse, le patient récupère, reprend son rythme respiratoire de base, se laisse aller et s'abandonne à une détente respiratoire. Accessoirement, dans ces périodes de repos, le praticien peut toujours utiliser ses connaissances en massage, que ce soit en massage réflexe des zones thoraciques ou thoraco-latérales hautes, que ce soit en massage traditionnel, libérer les épaules, libérer le cou, libérer les grands bras, les grands dentelés, sont toujours des actions efficaces. La rééducation respiratoire de l'enfant est soumise à divers impératifs, dont le premier est sans doute le problème le plus fréquemment rencontré par les praticiens, qui est celle de la coopération de l'enfant. Dans cet enregistrement, afin de pouvoir obtenir la passivité de l'enfant pour la démonstration des techniques, nous avons dû utiliser une suce. Dans la réalité, nous utilisons en fait une expiration bouche ouverte. Le second enfant a très bien participé à une séance de rééducation. Plus âgé déjà, il peut facilement participer régulièrement à son désencombrement pulmonaire d'une façon active. L'essentiel dans ces techniques est d'obtenir le désencombrement de l'enfant d'une manière ou d'une autre. La variation dans les positions, l'attitude posturale, que ce soit en procubitus, en décubitus, que l'enfant soit dans les bras du praticien ou dans les mains de sa mère, l'essentiel est d'obtenir des expirations allongées et à l'aide des mains de réaliser la fermeture du thorax, de réaliser des vibrations sur le temps expiratoire qui vont permettre la remontée des sécrétions. Il s'agit ici en fait de réaliser de véritables pressions thoraciques externes qui auront pour but d'assurer l'accélération du flux expiratoire. Tout le but est d'augmenter la vitesse de remontée des sécrétions à l'intérieur de l'arbre bronchique. Pour ce faire, il est également possible de prendre l'enfant dans ses bras et d'enfermer très doucement son arbre bronchique, son thorax, lors de l'expiration. Chez l'enfant plus âgé, d'autres jeux sont possibles. Souffler sur un moulin à vent, souffler sur une bougie un peu éloignée, déplacer une feuille, placée devant l'enfant avec un courant d'air expiratoire. La démonstration du praticien, chez l'enfant de 2 à 5 ans, est sans doute ce qui est la plus grande aide. Il faut que l'activité expiratoire soit ludique, sous forme de jeu. Il faut noter que chez les enfants en bas âge, l'encombrement respiratoire est quelque chose qui n'est pas passager. Une séance par jour pour réaliser un désencombrement des voies aériennes est le minimum nécessaire. Chez l'enfant hospitalisé, ou lorsque le praticien libéral en a la possibilité, dans les encombrements importants, il est préférable de faire 2 séances par jour. On pourrait considérer une séance le matin, une séance le soir. En fait, la physiologie nous enseigne que c'est l'heure du sommeil que la remontée des sécrétions se fait le mieux. Par contre, il n'y a pas de toux ni d'expectoration dans les périodes de sommeil. C'est donc juste après les périodes de sommeil de l'enfant et avant que l'estomac de l'enfant soit rempli, donc avant la prise d'un biberon, qu'il est le plus utile d'agir. En fait, après le réveil de l'enfant le matin ou après la sieste de l'après-midi, le praticien pourra, avec efficacité, vidanger le poumon de l'enfant, drainer les sécrétions et leur permettre d'être soit déglutis, soit crachés ou bavés, tout simplement. Enfin, il est nécessaire de dire qu'une bonne rééducation respiratoire pour le désencombrement de l'enfant s'entend à partir du moment où on tient compte de la thixotropicité des sécrétions, c'est-à-dire leur fluidité
et leur possibilité de progresser à travers l'arbre bronchique. L'aide médicamenteuse est souvent nécessaire, qui, à l'aide de sirop ou d'autres produits donnés par voie générale, permettent d'assurer une meilleure fluidité des sécrétions et une meilleure remontée dans l'arbre bronchique. D'une façon plus générale, il ne faudra pas oublier que l'humidification des voies aériennes, particulièrement dans la journée de l'enfant, est quelque chose de nécessaire. Des aérosols à ultrasons pourront être utilisés au cabinet du praticien, parfois même au domicile du patient. Mais de la même façon, chez toute personne qui présente particulièrement un chauffage électrique, il sera nécessaire, pour la famille, d'utiliser une humidification plus importante. Une salle de bain dans laquelle on transporte l'enfant pendant quelques 10 à 12 minutes avant une séance de désencombrement est parfois un bon moyen de faire respirer à l'enfant un air très humide. À ce moment-là, la remontée des sécrétions sera une technique de kinésithérapie respiratoire utilisée chez l'enfant, que ce soit le nourrisson dans les premières années de la vie ou chez l'enfant de 6 mois à 2 ans, d'apprendre à l'enfant la nécessité d'expirer profondément ou de tousser. Il est à noter que chez le tout petit enfant, les zones d'encombrement de la trachée ou des gros troncs bronchiques sans ressentir la nécessité de l'évacuer par une toux. Cette expectoration ne se fera pas par crachat, mais simplement par une vidange trachéale et bronchique, les sécrétions ainsi ramenées, ensuite utilisées par l'enfant, et parfois simplement lors d'un écoulement légèrement bavé. Il faut noter dans les zones sinusales et nasales, bien plus que dans la zone buccale. En fait, c'est le nez de l'enfant, plus grand, lorsque l'on voudra vidanger ou réaliser la vidange pulmonaire. Les premières techniques et les plus nécessaires, praticiens, s'intéressent soit analytiquement à un seul segment pulmonaire, une main située à l'arrière du poumon maintient le dos et la tête de l'enfant, une main située dans la région thoracique haute assiste le mouvement expiratoire en fermant. Cette technique peut être utilisée d'une façon bilatérale, surtout chez le tout. On utilise très peu de percussions chez le petit enfant. On associera bien au contraire des pressions thoraciques externes, très faibles pour la technique. Enfin, on utilise des techniques vibratoires, la main du praticien vibrant calmement lors de l'expiration de l'enfant et permettant ainsi pression, mais favorisant leur remontée à l'intérieur des voies aériennes de l'enfant. On peut placer l'enfant en décubitus ventral, dans la position similaire chez l'adulte à la position du drainage de trachée. L'enfant dans cette position aura tendance à verticaliser vers le bas sa position de trachée, ce qui permettra d'assurer une remontée des sécrétions. Le praticien maintient avec sa main antérieure le thorax de l'enfant et la main postérieure englobe le plus possible la totalité des voies osseuses des côtes et permet la fermeture ou l'aide à la fermeture thoracique. Enfin, de petites percussions peuvent être réalisées sur les voies hautes. Oui. On va y aller. De petites percussions peuvent être réalisées sur les voies hautes pour permettre d'aider à la remontée des sécrétions dans l'arbre bronchique. Dans un dernier temps, si l'enfant présente un encombrement important, il est parfois nécessaire de déclencher le réflexe de toux. Le réflexe de toux sera déclenché soit en position assise légèrement penchée en avant, soit en position de procubitus comme nous l'avions tout de suite, un doigt placé en travers de la trachée, lors d'une expiration du patient de l'enfant,
Une légère pression entraîne le réflexe de tout. J'y vais, là, il faut monter différentes positions de main. L'important, c'est qu'on ait la main intérieure. On va reprendre la paire. Je vais prendre Jérémy 2 minutes. Les vibrations aussi, c'était peut-être. Oui, c'est les vibrations. Non, c'est les vibrations. Mais c'est pas grave. Et on peut mettre des vibrations réalisées sur le diaphragme. Très bon pour la digestion. Alors, on respire tous les deux. Hein, on respire. Voilà, et on souffle. Alors. Très bien. L'important, c'est de souffler bien à fond. Et tu vois, je mets une main devant ici, une main derrière, et j'appuie un tout petit peu avec mes mains, mais simplement quand tu souffles. Tu sens? On sent que ça remonte ici, tu es d'accord? Alors, on souffle bien à fond, et après on tousse. On essaye. Et puis maintenant, tu tousses. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est extraordinaire. Alors, tu fais ça mieux que les grands. On recommence. Je mets une main en bas, tu es d'accord? Comme ça. Et tu respires fort avec moi. Encore. Ça, c'est très très bien. Le but, c'est que tu souffles fort et longtemps, comme moi. Ça, c'est très bien. Encore une fois. Ça, c'est fantastique. Tu peux tousser une fois? Tu gonfles fort, tu tousses. Voilà. Ça, c'est bien. Et puis quand on tousse, ça remonte un peu dans le crachet de la gorge. Puis après, on avale. D'accord? On essaye à quatre pattes? Tu t'es déjà mis à quatre pattes? Non. Alors, on se met à quatre pattes sur la table. Tu te mets à quatre pattes? Attends. Tu tiens, hein? Là. Voilà. Je vais de l'autre côté, parce que ça, c'est pas beau. Tu te mets à quatre pattes. Voilà, à quatre pattes. Tu te mets à quatre pattes. T'as jamais marché à quatre pattes quand tu étais petit? Non. Bon, alors, on se met à quatre pattes, on lève les fesses. Voilà, comme ça. Non, comme ça. On met la main, la tête sur les mains. Voilà, comme ça. C'est très bien. Et puis là, on va souffler. Tu me regardes un peu? Moi, je mets une main en haut, une main devant, et on souffle. Vas-y. Ça, c'est très bien ce que tu fais. Encore un peu. Alors, tu vois, si je veux, quand tu souffles, vas-y. Je vais tapoter sur le haut de ton dos. Vas-y. Sur le thorax d'un enfant, la percussion est bien plus facilement audible. L'épaisseur de muscle étant plus faible. Alors, on tourne bien à quatre pattes, tu me lèves les fesses, tu baisses la tête, tu baisses la tête, tu remets la tête là, comme ça, et tu tousses. Ah ben voilà, ça sort bien. On se met, mets-toi à genoux si tu veux. À genoux, voilà. Tu vas mettre les deux bras en l'air. Tu peux mettre tes mains sur la tête. Oh, les mains sur la tête. Comme ça, les deux. Une main, deux mains. D'accord? Tu regardes bien loin devant toi et tu vas souffler le plus fort possible vers là-bas. Ah, très bien, encore, avec le ventre là. Tu as vu comme je souffle fort? Essaie de souffler aussi fort que moi. C'est bien, on sent que c'est bien. Encore un peu. Et maintenant, on va tousser. On respire, on met plein d'air dans le poumon, on tousse. Et ben voilà, c'est merveilleux, Jérémy. On s'arrête là pour aujourd'hui? Très bien, Jérémy. Je vais vous arrêter. C'est une dame, machin.
Sur la radiographie pulmonaire traditionnelle, il est important de noter divers éléments. On apprécie d'abord la position du diaphragme. Ici, nous pouvons voir les deux coupoles diaphragmatiques, la coupole gauche étant normalement plus abaissée que la coupole droite. Nous évaluons aussi l'importance et la visualisation des cul-de-sac. Ceux-ci traduisent la bonne descente et la bonne dynamique diaphragmatique et l'absence d'encombrement dans les bases pulmonaires. Nous apprécions évidemment la position du médiastin. Nous voyons ici la crosse de l'aorte, la cœur lui-même. Enfin, nous apprécions le remplissage pulmonaire qui est fait par une opacité plus marquée dans les zones saines. Chez ce patient en particulier, qui présente en fait une dilatation des bronches, nous pouvons voir d'une façon élective l'arbre bronchique se dessiner au travers du parenchyme. Et nous pouvons retrouver d'une façon très analytique, en ce qui concerne par exemple son poumon gauche, la bronche apicale, la trachée ici située, puis le segment apical avec l'apico-dorsal, l'apico-latéral, l'apico-ventral. Nous pouvons retrouver le lobe moyen avec ses deux divisions, et enfin les divisions inférieures qui sont ici vues en transparence auprès du médiastin. De même de l'autre côté, nous pourrons revoir les divisions inférieures ici situées. Ce qu'il faut apprécier aussi, et ce qui est un signe traditionnel de l'encombrement, c'est, en dehors de la visualisation de la transparence, l'encombrement des troncs bronchiques. En fait, chaque fois que nous voyons ici une zone plus éclaircie, ou une zone circulaire bien délimitée, il s'agit d'une bronche vue directement dans son axe et qui présente un encombrement dans son axe, à l'intérieur de son conduit. Enfin, chez ce patient, nous pouvons noter, et ce qui va tout à fait avec la dilatation des bronches, l'élévation des côtes. Cette mécanique inspiratoire très ouverte, avec une surélévation des côtes, c'est un patient qui respire avec le haut de ses poumons plus qu'avec sa base. Nous avons ici une radiographie pulmonaire qui nous montre bien l'importance que peut prendre un encombrement. En fait, si on cherche à suivre le trajet du diaphragme, on s'aperçoit qu'il est invisible dans cette zone, dans ce poumon à qui il manque une certaine surface ventilatoire, et que dans cette zone, on peut l'apercevoir au niveau postérieur. Il s'agit ici d'une atélectasie très importante du poumon droit, assortie d'un encombrement très marqué, et particulièrement marqué de la base, puisque le sinus costo-diaphragmatique est invisible, du poumon gauche. Chez ce patient, un drainage de posture de plusieurs heures, répété plusieurs fois au cours de la journée, aura été nécessaire pour lever la télectasie. Nous y avons associé des techniques de percussion manuelle. Ce patient présente, d'une part, un tube d'intubation trachéale, car son état respiratoire nécessitait une ventilation assistée. On peut noter d'emblée le manque d'opacité à la radiographie, cette clarté énorme des deux poumons. En fait, il s'agit d'un encombrement marqué d'une part des gros troncs, et de près nous voyons sur la radiographie les gros troncs qui sont complètement encombrés, et d'autre part d'un encombrement diffus des alvéoles et des bases. Ce patient en ventilation dirigée a dû nécessiter une kinésithérapie respiratoire constante, c'est-à-dire l'intervention d'un praticien toutes les heures, pendant plus de 48 heures, avant d'arriver à obtenir une image thoracique plus élégante et en fait un confort respiratoire sur le patient. L'extubation, c'est-à-dire la possibilité pour le patient de respirer en ventilation spontanée, n'a été effectuée qu'après 3 jours de kinésithérapie respiratoire. On note donc d'emblée la clarté de l'image pulmonaire, alors qu'il existe un diaphragme efficace, puisqu'on arrive à retrouver des coupoles diaphragmatiques. C'est le total du poumon du patient qui est encombré. En conclusion de tout ce travail, dans la gymnastique du soufflet, ce qu'on appelle la ventilation dirigée, ce qu'il ne faut pas faire, c'est apprendre à nos patients à respirer dans la région thoracique haute. Le inspirer, bomber le torse qu'ont appris beaucoup de générations avant nous est une hérésie au niveau de la rééducation respiratoire. Il est nécessaire d'apprendre à chaque patient que sa respiration est purement diaphragmatique
et que c'est inspirer, gonfler le ventre qui prédomine. La deuxième chose, l'expiration se fait ventre rentré. Et ce sont les abdominaux qui aident à rentrer du ventre. Donc, inspirer, bomber le torse est une erreur. C'est inspirer, gonfler le ventre, faire pénétrer l'air le plus longuement et le plus lentement possible dans les poumons. Inspirer en utilisant les 3 volumes respiratoires. D'abord, la respiration abdomino-diaphragmatique basse, ensuite la respiration costo-diaphragmatique inférieure, pour finir par la respiration costale supérieure. Ceci nécessite un apprentissage en plusieurs séances auprès du patient. Mais une fois cet apprentissage réalisé, le patient sera à même d'assurer lui-même la ventilation et l'oxygénation nécessaires, quelle que soit sa pathologie, puis sera à même, en cas d'encombrement bronchique, de favoriser l'expulsion et le désencombrement de ces voies aériennes. Il est à noter que chez les personnes âgées, ou chez certaines personnes, ainsi les asthmatiques, qui ont pris depuis plusieurs années l'habitude d'une toux, l'habitude d'une respiration thoracique haute, plusieurs séances seront nécessaires de réapprentissage. Il faudra en plus travailler à la libération musculaire, travailler à la détente thoracique haute, travailler à l'assouplissement de l'architecture vertébro-thoracique pour permettre l'accomplissement d'une ventilation dirigée de repos. L'essentiel n'est plus d'obtenir du patient sa passivité en l'abordant à l'aide de techniques telles que les percussions ou le drainage de posture, mais bien plus de lui apprendre une respiration calme, relaxante, reposée, qui assure l'entière oxygénation de son parenchyme pulmonaire, qui assure la vidange et le drainage des sécrétions bronchiques et qui lui apporte le repos. Enfin, ces séances de rééducation respiratoire devraient être, dans la pratique, des séances de relaxation, des séances de détente. Seule la cordialité du praticien, seules les mains du praticien qui savent calmer, qui savent apaiser, sont les outils nécessaires pour réaliser une bonne ventilation dirigée. Bon courage.